Est-ce que vous êtes déjà tombé sur une application chinoise ? Vous avez peut-être remarqué que leurs interfaces nous semblent à nous occidentaux très étranges. C'est fouillis, ça semble complexe et pas du tout attirant. En tout cas, c'est très loin de nos habitudes. Surtout qu'on ne parle pas de petites applis, même des géants qui font des centaines de millions de chiffres d'affaires ont des applications comme ça, entre guillemets, bordéliques. Les sites e-commerce, notamment en Chine. Alors pourquoi on a l'impression que ces interfaces, elles viennent tout droit des années 2000. D'où viennent ces codes chinois qui paraissent si différents des nôtres ? Pour répondre à ces questions, on a fait appel à Maureen, une designeuse d'expérience utilisateur dans le jeu vidéo qui connaît bien le sujet. Mais juste avant, j'ai un message pour tous ceux qui cherchent à héberger leur container Docker sans se ruiner. Notre partenaire Hostinger propose une offre de début d'année sur leur VPS. Pour 5,99 par mois sur 24 mois, vous avez des specs solides. 2 cœurs de CPU AMD EPIC, 8 Go de RAM, 100 Go de stockage NVMe et des sauvegardes hebdomadaires incluses, ce qui est rare. Vous pouvez préinstaller Portainer ou Qualify direct, c'est une super alternative à Heroku ou Vercel en moins cher. Si vous connaissez pas, leur assistant IA peut vous aider dans la config ou vous pouvez aller voir notre vidéo tuto complète en description. Je vous mets aussi le code promo _ et on reprend. Est-ce que pour commencer, tu peux nous expliquer quelle différence on observe globalement entre les applications occidentales et chinoises ? Il y a cette première différence en fait qui est assez marquante de se dire quand j'arrive sur une application chinoise, il y a énormément d'informations où en fait on se dit ouais, je comprends pas du tout en fait ce qui est en train de se passer à l'écran. Et c'est notamment parce que nous en tant qu'occidentaux, quand on a une application ou un site web ou quoi que ce soit, il y a beaucoup de jeux sur tout ce qui va être l'espacement. On a besoin de blanc, en fait, d'espacer justement les différents blocs de l'application et des sites web. Plus il y a d'espace blanc, plus ça fait épuré, plus ça fait qualitatif, alors que les applications chinoises ou les sites web chinois, c'est pas du tout dans leur habitude. Eux, en fait, moins il y a d'espace blanc, mieux ça va être perçu. À côté de ça, il y a aussi les couleurs qui sont vraiment, en fait, en ouvrant... Criardes. Ah ouais, très très criardes, qui font qu'on se dit, il y a trop d'informations. En fait, on n'arrive clairement pas à poser ses yeux quelque part. Il y a beaucoup de rouge de partout, il y a beaucoup de codes promotion. Alors, tu me dis si j'ai une bêtise, mais en Occident, le rouge, c'est plutôt interdit, sauf si tu as une action destructive ou quelque chose comme ça, quoi. Le rouge, ouais, en Occident, nous, ça va être très... tu vas l'avoir justement sur bouton raccroché. Il y a ce bouton qui va être en rouge pour te dire tu fais ça et c'est une action irréversible, quoi. Ouais. Même dans le paysage de la vie de tous les jours, hein, quand on a un panneau stop ou un panneau attention, c'est rouge. Eux, pour le coup, le rouge, c'est pas du tout vu de cette manière-là. Nous, c'est vu comme une alerte. Eux, c'est une couleur qui est très très positive, en fait. Et on le voit notamment dans le Nouvel An chinois, il y a du rouge de partout. Et dans la bourse chinoise, nous, quand la bourse est en train de monter, la flèche est verte. Quand ça descend, c'est rouge. Eux, apparemment, c'est l'inverse. C'est la bourse qui monte, c'est une flèche rouge. Et si ça descend, c'est une flèche verte. Et dans leurs applications, c'est exactement pareil. Ils en utilisent vraiment dans tous les sens parce que c'est positif. Alors, il y a les marges, les couleurs, et il y a aussi donc, tout ce qui va être l'organisation des différents éléments dans les applications. Alors, on a chacun nos codes. Hein. En Occident, pareil, nos applications, elles ont un peu toutes la même tête parce que quelque chose qui marche, on essaie de le réutiliser. Mais pas tout le temps. Donc, par exemple, on pourra remarquer que si on utilise PayPal, on n'a pas de petit menu en bas qui va nous dire là, c'est la home, ici, c'est envoyer à tes amis, etc. Il y a d'autres applications là. En Chine, pour le coup, ils l'ont très souvent. Et elle est relativement chargée. Une barre de recherche tout le temps aussi qui est très mise en avant. Nous, PayPal, on l'a pas. Eux, pour le coup, leur équivalent, c'est Alipay et ils ont cette barre de recherche. Il y a ce côté où eux, ils ont besoin de plus d'images, plus de vidéos. Alors qu'encore une fois, nous, on rejoint ce côté très épuré où il faut le moins d'images possible. En tout cas, si tu veux utiliser une image, c'est pour illustrer un propos. Il faut qu'il n'y en ait pas trop, quoi, parce que sinon, tu es surchargé. Donc, ouais, ils ont ce besoin, et c'est vraiment crucial, de quand tu ouvres une application, un site web, de montrer le plus de fonctionnalités possible en fait, que cette application-là propose. C'est hyper intéressant. Eux, c'est plus le terme de super app aussi, donc notamment qui pousse ça. J'ai déjà vu le terme, mais pour nous faire un petit peu le décorum, c'est quoi les super apps et qu'est-ce que tu peux faire dedans ? Alors, les super apps, ça va vraiment être une seule et même application qui a plein de mini-programmes. Typiquement, les Chinois, ils ont WeChat, qui est plus ou moins l'équivalent de WhatsApp, mais qui a plein de mini-programmes dedans. C'est-à-dire que tu vas sortir WeChat pour envoyer des messages à tes potes, mais en réalité, tu vas aussi avoir le QR code pour pouvoir payer au magasin, tu vas aussi pouvoir potentiellement commander un Uber à manger. Enfin, c'est vraiment toute une application qui a plein de mini-programmes à l'intérieur, et pour eux, encore une fois, dans leur culture, c'est vraiment cette notion de
plus il y a des choses qui sont faisables à l'intérieur d'une seule et même application, plus elle est qualitative. Alors que nous, pour le coup, en Occident, si jamais on nous propose une application qui a autant de fonctionnalités, on va se dire, il y a un truc qui est louche. Ouais, ce sera beaucoup moins bien que des applications concentrées. Voilà, focus, mais ça, c'est encore une fois très culturel. Ouais. C'est notre tête qui se dit, ouais, mais non, c'est toute cette histoire de si tu sais tout faire, c'est que tu sais rien vraiment très bien faire. Alors qu'eux, ils n'ont pas du tout cette notion-là. Et les super apps, là, est-ce que c'est des écosystèmes fermés ou est-ce qu'il peut y avoir d'autres acteurs qui vont faire un partenariat, entre guillemets, pour faire apparaître leur appli dans la super appli ? Ouais, tu peux avoir justement des mini-applications, mais c'est pas forcément WeChat qui développe les mini-programmes. C'est un mini-programme qui va être développé par un tiers. Peut-être même toi. Mais ça, j'ai trop du mal à comprendre. Ouais. J'ai du mal à comprendre à quoi c'est mieux quand même, parce que d'avoir différents. De réinventer le concept d'un OS, quoi. Ouais. Tu vois, genre... Parce qu'en fait, c'est vraiment cette notion de te dire, t'as pas à sortir 5 applications différentes, genre te dire, ok, là, je suis sur Google Maps. Ouais, t'as pas à télécharger tous ces trucs différents. C'est pas, j'ai commandé mon café sur Deliveroo, maintenant je sors Google Maps pour savoir où est-ce que je vais. Tu vois, rien. Nous, on peut déjà commencer à voir ces exemples-là. Aujourd'hui, Maps, avant, il n'y avait pas ça, mais par exemple, quand tu vas décider d'aller quelque part, il va te proposer, tiens, tu peux aussi y aller en utilisant Bolt ou en utilisant Uber. C'est des choses qu'on n'avait pas de base. Et ces trucs-là, c'est quand même vachement pratique parce que tu peux voir déjà directement dedans combien ça peut te coûter. Et par potentiellement. Contre, après, tu dois changer d'appli, scanner, machin, alors que tu serais en Chine, il n'y aurait pas besoin. Il n'y aurait pas besoin. Tu serais sur WeChat et tu as tes différentes fonctionnalités. Tu peux tout faire dans une seule et même application. Et donc, il y a un côté très pratique là-dessus. Après, moi, je me mets à leur place. J'imagine quand. Par exemple, ils viennent en Occident et puis qu'ils doivent télécharger 4000 applications pour faire plein de trucs différents, ils doivent devenir fous. C'est quoi cet archaïsme ? C'est clair. En plus, nous, on a plusieurs applications de chat pour parfois des groupes d'amis différents. T'as Messenger, t'as WhatsApp, t'as Signal, t'as Telegram. Moi, je pense qu'eux, ils comprennent pas. Ouais, non, mais c'est sûr. Parce qu'il n'y a pas cette fragmentation là-bas ? Non. En fait, alors ça, c'est aussi autre chose qui a fait qu'ils ont évolué dans ce sens-là. C'est que nous, pour le coup, quand on a commencé à évoluer vers toute cette ère du digital, on est d'abord passé par les PC, les ordinateurs, et ensuite le mobile. Eux, pour le coup, vu que les PC coûtaient trop cher par rapport au téléphone, au mobile, à produire, à vendre et quoi que ce soit, ils sont directement passés en fait au mobile. Ce qui fait que quand nous, on a toute notre culture de design qui a été faite autour du web d'abord, c'est-à-dire on design pour le web et ensuite on s'est dit ok, maintenant il faut qu'on l'adapte sur les téléphones portables. Eux, ils se sont retrouvés directement sur les téléphones portables. Et donc il y a cette évolution qui est différente où pour le coup nous, on faisait déjà beaucoup de choses sur ordinateur. Ouais. Google Maps existait sur ordinateur, transférer de l'argent, c'était nos comptes bancaires. Et quand ensuite les applications sont sorties, ça a été un peu plus difficile et il y a eu ce besoin de faire confiance, de passer sur le téléphone. Alors que eux, vu qu'ils étaient directement en fait sur le téléphone, il y a moins eu ce besoin de se dire ok, il faut avoir confiance en ça, parce qu'ils ont eu directement ça. Et très rapidement, ils ont eu aussi du coup ce besoin-là qui n'était pas d'être réassuré sur la fiabilité des applications, mais plus ce besoin de praticité, de se dire je veux pas télécharger 50 applications différentes, et du coup j'ai une seule et même application où je vais faire mes mini-programmes. C'est intéressant parce que justement, tu peux avoir parfois sur des outils un conflit entre ce qu'on va appeler les power users, donc les utilisateurs qui veulent optimiser leur productivité, versus la personne lambda moyenne qui, elle, veut maximiser la simplicité d'usage. Le power user, il voudra un maximum d'options disponibles, compactées, et tu le vois dans des projets open source où justement, comme il y a beaucoup de power users, ça crée des interfaces parfois très chargées parce que c'est pas les mêmes envies derrière. C'est ça. Comme nous, on a été peut-être un peu plus lent à la transition sur le mobile, on est beaucoup plus des normies, entre guillemets. C'est un peu ça. Et de leur point de vue-là, il fallait tout de suite des applications... Eux, c'était tout de suite des applications... puissantes, qui permettent de tout faire instantanément, parce qu'il n'y a pas toujours l'ordi, quoi. Donc il y a ça, mais il y a aussi la notion vraiment, encore une fois, de culture. C'est Hofstede, d'ailleurs, c'est un psychologue social qui a fait plein, justement, d'études, notamment sur les cultures. Et pour identifier, en fait, et essayer de comprendre les différents pays, ainsi que leur culture, il a essayé de créer tout un... Alors c'est un barème, c'est ça, avec différentes dimensions, et notamment il y en a 2 qui sont hyper intéressantes. C'est à quel point le pays va être collectiviste ou individualiste. Donc, collectiviste, ça va être vraiment, on a l'habitude d'être entouré de plein de monde et on travaille pour un groupe, on est là pour un groupe. Individualiste, c'est plus justement l'Occident où on pense individuellement parlant, c'est pour le bien d'une personne. Et la deuxième dimension, c'est vraiment à quel point on accepte le risque.
Et en fait, ces deux dimensions-là, elles sont hyper importantes dans la compréhension aussi de comment la Chine a évolué comparé à nous. C'est que parce que eux sont beaucoup plus collectivistes, ont l'habitude d'être tout le temps en groupe. La notion de vie privée, c'est aussi quelque chose qu'ils ont beaucoup moins par rapport à nous. Par exemple, moi, je sais que j'étais allée en Chine voir mon copain. Je voulais aller aux montagnes jaunes. Je décide de payer avec ma carte bancaire pour justement voir ça. Il y avait 2 Chinois qui étaient à côté de moi au moment du paiement, alors que je rentrais mon code de carte bancaire. Et je me disais, mais il n'y a pas de ligne pour dire que justement, il faut être plus loin derrière. Non, ils n'ont pas du tout cette notion, en fait, beaucoup moins en tout cas par rapport à nous, d'espace privé. Et donc, ils vivent vraiment en collectivité, beaucoup moins individuelle. Ce qui fait que les applications, en fait, la manière dont elles sont designées, ça reflète justement la manière dont eux vivent de manière générale. C'est-à-dire que, en tout cas, c'est quelque chose qui ne les dérange pas d'avoir cette notion... De tout centraliser. Voilà, de tout centraliser parce que c'est bien pour le groupe, parce que c'est plus pratique pour tout le monde. T'as effectivement pas à dire à ton pote, vas-y, moi, je te fais un virement par PayPal, alors que lui, il a Lydia ou quoi que ce soit. Donc, il y a vraiment cette partie-là. Et il y a aussi la partie ils ont beaucoup moins peur que nous. Ils acceptent beaucoup plus facilement le risque que nous. Et typiquement, avec justement la protection des données ou d'autres choses comme ça, eux, de savoir que toutes leurs données sont sur une seule et même application, c'est pas tant un problème. Alors que nous, par exemple, quand Meta a commencé à annoncer, on a toutes ces applications ensemble, il y a tout le monde qui a dit, ouais, moi je pars sur Signal ou je switch d'application. Vraiment, c'est parce qu'on est beaucoup plus éduqués, entre guillemets, et regardant sur la protection de nos données. Et surtout, encore une fois, on est individualiste, donc on a peur pour nos propres données. Alors que les Chinois, ils savent que ça part au gouvernement et que le gouvernement les gère comme eux le souhaitent, mais ils ont pas cette peur-là, en tout cas, de protection de données, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Par exemple, on n'a pas trop parlé de la langue, oui. Mais est-ce qu'il y a des choses qui sont reflétées par le fait qu'on a des langues très, très éloignées, quand même? Ouais. Eux, ils ont donc des caractères qui sont logographiques, alors que nous, notre langue, elle est romane, c'est très linéaire, en fait. On lit un mot de gauche à droite. Eux, pour le coup, les caractères, c'est une image, en fait, en réalité, qui est bidimensionnelle. Donc, rien que ça, en fait, c'est bête à dire, mais ils ont, dès la naissance, en fait, une manière de penser et de lire les choses et d'appréhender les choses qui va être beaucoup plus complexe que la nôtre, parce qu'en fait, ils regardent l'ensemble pour ensuite se concentrer sur un élément, alors que nous, on va beaucoup plus, en fait, regarder un seul et même élément d'abord pour ensuite voir ce qui se passe autour. Si je dis ça, c'est parce que c'est très, très lié aussi avec la manière de penser. Donc ça, c'est 2 autres termes, en fait, qui sont hyper intéressants aussi. Il y a une manière de penser qui est très analytique, et une autre manière de penser qui est holistique. Mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que nous, en tant qu'occidentaux, quand on va regarder une application ou un site web, on va se concentrer sur des boutons. Par exemple, le bouton acheter pour moins 50%, forfait 2 pour le prix d'un. On se focus vraiment sur différents éléments, mais espacés, pas le tout. Et c'est notamment ce pourquoi les applications et les sites web sont beaucoup plus espacés, beaucoup plus de blanc, parce qu'on va se dire, OK, on focus l'attention sur différentes parties sans trop charger sur le tout. D'ailleurs, c'est hyper important, on le dit toujours dans les designs de sites web, d'avoir des call to action, oui. des éléments sur lesquels l'utilisateur doit se concentrer et de mettre le paquet pour que... Sur ça, pour que tu cliques, en fait. Pour que tu cliques, ouais. Alors que pour le coup, les Chinois, l'Asie, en fait, de manière générale, a une analyse qui est beaucoup plus holistique et qui est liée à leur caractère aussi, qui va faire qu'au lieu de voir les différents éléments un par un, ils vont vouloir voir le tout d'abord pour identifier quelles sont les différentes fonctionnalités, qu'est-ce que l'application propose, quelles sont les différentes choses, et ensuite se dire, OK, je clique sur quelque chose et je vais être dans un flow un peu plus profond. Donc on a une approche qui est complètement différente. Ça a été observé notamment par l'ancien directeur de Google Asie, quand ça existait encore, qui pour le coup avait fait justement de l'eye tracking. Donc l'eye tracking, c'est un appareil qui va permettre de voir exactement où vont tes yeux sur des tests utilisateurs, et donc de voir comment tu scannes en fait le site et l'application. Et ils se rendaient compte notamment que les Chinois étaient très « je scanne tout ». Et ensuite, je vais à un endroit, alors qu'ils ont testé ça sur des Américains. Les Américains, c'était très « je m'arrête sur justement les différents call to action ». Et donc, il y a vraiment donc, c'est pas une fumisterie d'ergonome, ça a été mesuré. C'était mesuré, testé. Et d'ailleurs, il y a des applications chinoises comme Shein et même Taobao, qui en fait sont des entreprises chinoises, mais qui ont fait un design occidental. Ah. Parce que eux, chez eux, le design n'est pas du tout comme ça.
Et donc, c'est vraiment... Il y a deux versions, quoi. Oui, il y a deux versions. C'est même pas le même nom, en fait, d'application. Notamment, j'avais vu, c'était Deliveroo et l'équivalent chinois qui mettaient... Mais en fait, quand tu ouvres l'application, tu as tous les types de nourriture, mais sur 5 lignes. Et ensuite, tu peux encore tout switcher de cette manière-là. Ça prend énormément de place. Alors que nous, notre Deliveroo, en fait, le type de nourriture est très, très soft. C'est sur une petite ligne. Faut swiper, ouais. Et en fait, tu arrives rapidement vers les potentielles recommandations, les dernières choses que tu as achetées. C'est vrai que si on regarde en termes de surface d'écran, là, chez nous, il y a la place pour 3 icônes et demie, entre guillemets. Mais c'est ça, ouais. Et nous, il y a beaucoup de place, là, en plus, quand tu vois comme ça. Tu arrives à dissocier vraiment les différentes parties de l'interface en disant, là, il y a mon titre, là, il y a mes éléments en dessous qui correspondent à ce titre-là. Alors que eux, c'est très rapidement tout ce qu'on propose. On maximise la surface d'écran. On maximise, c'est ça. Et ensuite, toutes les promotions aussi. Et le rouge. Le rouge, là, qui pète, effectivement. Mais parce que dans le physique, ils ont ça aussi. Tu peux voir sur YouTube, il y a justement des personnes qui s'amusent à filmer des promenades de nuit à New York, à Shanghai. Et en fait, tu vois à quel point, en comparant, même si New York, c'est très éclairé, et il y a beaucoup de couleurs et tout, c'est pas du tout fait de la même manière qu'en Chine. À Shanghai, tu vas avoir justement toutes ces couleurs dans tous les sens, tous ces néons de partout, les affiches que tu vas lire, il y a de l'information pareil dans tous les sens. Il y a très très peu d'espace en fait pour le vide. Parce que eux, c'est pas bien vu. Mais du coup, pour les applications, c'est super intéressant. Mais du coup, dans les jeux vidéo, parce qu'on joue aux mêmes jeux vidéo, donc j'imagine que toutes les règles que tu as dit avant, elles s'appliquent aussi, j'imagine, dans le game design. Il y a beaucoup de règles dans le web et dans les applications. Dans le jeu vidéo, c'est pas du tout comme ça, en fait. Il y a, en tout cas, en Occident, aujourd'hui, il y a très, très peu de règles où tu peux te dire, OK, je prends ma Bible du X et je suis capable de me dire, ça s'organise de cette manière-là dans les interfaces. Parce que même si tu as cette impression-là, en fonction de ton jeu, en fonction de ce que tu veux mettre en avant, de manière générale, de ce qui se passe, en fait, dans ton jeu, t'as justement des règles, mais faut quand même faire attention parce que c'est pas très intéressant d'avoir des jeux qui ont tous la même tête. Et ensuite, parce qu'encore une fois, en fonction de tes contraintes et en fonction des mécanismes du jeu, t'as pas besoin de mettre les mêmes choses en avant. Mais par contre, c'est vrai que dans les jeux asiatiques, moi j'entends très souvent dire, mais en fait ils s'en foutent de l'accessibilité. Oui, de l'accessibilité. C'est-à-dire que tu vas devoir cliquer sur 3 boutons en même temps, ton menu c'est pas clair, l'ergonomie de manière générale, ça dépend. Encore une fois, il y a des jeux qui sont très bien faits, en tout cas d'un point de vue occidental et des codes entre guillemets UX, on se dit OK, c'est clair. Et c'est ça qui est hyper intéressant aussi, c'est que on se rend compte qu'en disant ça, on a notre biais, encore une fois, occidental, de mais c'est évident, moi je sais faire, je sais que le design, c'est ça les codes plus ou moins connus, alors qu'en fait, ça se trouve, non. C'est relatif, entre guillemets. Ouais, c'est totalement relatif. C'est hyper intéressant. C'est que d'un certain point de vue, tu pourrais te dire que c'est nous qui sommes en retard, en réalité. Sur le fait qu'on a besoin de designer des applis, entre guillemets, hyper intuitives, parce que vraiment, on a peur de perdre les gens tout le temps, mais que là-bas, justement, ils sont plus ou moins dans l'étape d'après, de maximiser l'efficacité, l'usage. On a notamment parlé avec Vincent Delacour, qui est un Français qui vit en Chine depuis 20 ans, et il a beaucoup d'expérience en développement d'applis, de microprogrammes, justement. Il a dit une phrase, je crois, c'est 2 ou 3 fois plus ergonomique en réalité. Ouais, en termes d'ergonomie, je dirais pas qu'ils sont ultra en avance parce qu'encore une fois, je pense que chacun, on a nos manières de voir les choses et si demain on décidait d'avoir le même design que les Chinois, en fait, ce serait reprogrammer notre cerveau. C'est comme si tu me disais, en fait, maintenant tu t'arrêtes au feu vert et tu démarres au feu rouge. On a trop cet impact culturel en fait sur nous. Par contre, en termes d'expérience globale, ouais, ils sont très avancés. Et c'est vrai que quand justement il expliquait tout ça, je me dis mais en fait j'ai l'impression que c'est Black Mirror. C'est-à-dire qu'il nous expliquait des cas où c'est très pratique. Par exemple, tu vas dans un magasin, t'as pas ta carte bancaire, ton téléphone, ou même juste t'as la flemme en fait de sortir tout ça. Tu prends en fait un élément dans le magasin, t'as besoin d'un chargeur, t'as besoin d'acheter à manger, tu peux repartir. Et vu qu'en fait toutes les données sont partagées, donc il y a ce problème de données, et qu'il y a des caméras de partout, ça scanne ta tête. Et ils savent que t'as pris ça et t'as moins 5 € sur ton compte bancaire sans avoir rien sorti. C'est comme Amazon Go. Ouais. Lui, il expliquait même que par exemple, il est à un feu rouge. S'il décide de traverser au feu rouge, il y a sa tête qui est prise en photo et apparemment, t'es affiché devant tout le monde sur le fait que t'as traversé au rouge, quoi. Est-ce que, parce que là, on a dépeint évidemment une vision entre guillemets assez stéréotypale dans le sens où on essaie de dépeindre une certaine manière dont ça fonctionne. C'est vrai en moyenne. Est-ce qu'il y a des exceptions? En gros, est-ce qu'il y a des applis
qui se démarquent, qui font différemment? On peut pas tester toutes les applications chinoises en étant en France, c'est un peu compliqué, à moins d'avoir VPN et tout ça. Mais je crois qu'on n'a pas toutes les fonctionnalités, donc j'ai pas pu tout tester, mais celles que j'ai testées, les principales, elles ont toutes la même tête. Et on a demandé justement à Vincent, lui, ce qu'il voyait de son côté, mais apparemment, il vaut mieux pas trop sortir de ce qui est déjà fait. Déjà parce qu'il y a cette contrainte de super app, en fait, de se dire, maintenant, c'est plus tant tu fais une application qui est à côté de WeChat ou à côté des géants super app, c'est plus tu essaies de mettre ton mini-programme dans ces applications-là. Et il y a énormément de contraintes à côté de ça, au-delà du design, par le gouvernement. C'est-à-dire que quand tu fais une application, il y a beaucoup plus de chances que ton application soit mise sur le Play Store et Apple Store. T'as pas autant de régularisation. Et eux, pour le coup, il y a aussi ça. Il y a toute cette passe où il faut... Vincent expliquait que, par exemple, quand il avait sorti ses applications, il avait dû envoyer par papier, imprimer son code et envoyer ça par voie postale au gouvernement pour qu'il puisse reviser justement son code et que son application soit approuvée. Donc, de manière générale, en tout cas, de ce que j'ai vu, c'est les applications chinoises, et c'est pas trop de dévier de ce qui existe déjà, parce qu'en fait ça marche, ce qui existe marche déjà, donc du coup on réutilise ces codes-là. Et en réalité c'est un peu pareil pour nous en Occident, on essaie de pas trop dévier, et encore une fois c'est pour ça qu'il y a des codes et qu'il y a beaucoup plus de documentation UX sur le web et les apps, parce qu'en fait c'est plus facile, il y a plus d'études, il y a plus d'applications, il y a plus de cas d'usage, et si ça marche, on se dit voilà, on le réutilise. Tu utilises tout ce que l'utilisateur a appris avant de venir sur ton site. Exactement. Tu repars pas de zéro à devoir lui apprendre des concepts. C'est ça. On crée des automatismes, le menu, c'est toujours comme ça. C'est ça. Dans une application, tu as un besoin, tu veux transférer de l'argent, tu n'as pas envie qu'on t'explique pendant 50 minutes comment transférer de l'argent. Alors, sur notre site, en fait, c'est pas une souris. Ça marche à l'œil. Mais donc, il n'y a pas tant de différence, en tout cas, une fois que les applications marchent, ils essaient de réutiliser ça. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous conseille vivement d'aller voir la chronique que j'ai faite sur Asahi OS, un système d'exploitation alternatif qui va vous faire courir acheter un Mac.